Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi et on va parler du Cache Investigation qui va être diffusé ce soir sur France 2. Linda Bendali, bonjour, vous êtes la réalisatrice de ce documentaire, de cette enquête plus que documentaire. Peut-on faire confiance à nos fruits et légumes, enfin plus particulièrement, qu'y a-t-il aujourd'hui en matière de nutrition? Je propose qu'on écoute la bande-annonce. Mardi soir, révélation sur le grand hold-up des multinationales sur nos fruits et légumes. Vous n'êtes pas choqué par cette perte nutritionnelle de la tomate? Perte de nutriments, standardisation des plantes, problème avec le gluten. On peut dire qu'on a réussi à augmenter la force du gluten. Exactement. On est passé d'un pain d'une très très bonne qualité nutritionnelle à un aliment qui ne vaut plus rien pour la santé. L'équipe d'Élise Lucet a enquêté jusqu'en Inde sur le business fructueux de ces grands groupes industriels. Mais de quel droit ces gens-là ont pu s'approprier le vivant de l'humanité? Multinational hold-up sur nos fruits et légumes, un nouveau numéro de Cache Investigation, mardi soir à 21h sur France 2. Alors Linda Bendali, ce qu'on apprend dans ce documentaire, c'est qu'en un demi-siècle, les tomates auraient perdu plus de 50% de leur apport en vitamine C. Responsabilité à la culture, les responsables c'est la culture, les semences, et c'est vrai qu'on est scotché devant le documentaire. Oui, tout à fait, c'est vrai que nous, on est parti de cette idée que donc les légumes aujourd'hui sont Oui, on beaux. nous dit de manger des fruits et des légumes. 5 fruits et légumes par 5 jour. fruits et légumes par jour. Et on se rend compte que les légumes sont de plus en plus beaux, de plus en plus calibrés, mais qui satisfont de moins en moins les consommateurs. C'est-à-dire qu'on se plaint de plus en plus de leur goût. Ouais. Et donc toute la question était de savoir pourquoi. Et donc on a un peu remonté tout le fil entre la production jusqu'à la graine pour essayer de comprendre pourquoi. Oui, parce que c'est vrai qu'elles n'ont pas de goût ces tomates. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le goût, c'est aussi un facteur qui explique les nutriments, qui est un révélateur des nutriments. Et donc nous, quand on n'aime pas, moins ça a de goût, moins il y a de nutriments. Oui, C'est-à-dire que c'est assez logique au fait. C'est-à-dire qu'on se dit, en tant qu'être humain, on est un peu des animaux, on sent, et donc ça nous attire. Et donc si ça nous attire, c'est que c'est bon pour la santé. Oui, Rémi? Oui, alors pour notamment vous êtes allé en Israël pour voir un chercheur qui a imaginé comment prolonger la durée de conservation des tomates. Ça, c'est un peu éternelle. le départ un peu de toute cette nouvelle génération de tomates. C'est-à-dire qu'en fait, pour leur permettre de durer 3 semaines et donc d'être commercialisées à l'étranger, eh bien, il faut leur faire des modifications. C'est de l'hybridation, en fait. De l'hybridation, tout à fait. On crase tous les plants, et en fait, il avait repéré une anomalie génétique naturelle dans une tomate. Et cette anomalie génétique bloque le mûrissement du fruit. Et donc, il a réussi à l'insuffler dans toutes les tomates. Et aujourd'hui, 50% des tomates qui sont commercialisées par les plus grands producteurs de semences ont ce gène à l'intérieur. Et c'est un gène qui bloque le goût, qui bloque une partie du goût, et donc forcément des nutriments. Mais l'hybridation, vous en parlez beaucoup, et j'ai l'impression que vous la critiquez. Pourtant, c'est quand même quelque chose qui existe dans les cultures depuis extrêmement longtemps. Tout à fait. On a fabriqué comme ça des nouvelles variétés de pommes. Tout le monde s'en réjouissait à un moment donné. Et puis là, dans votre documentaire, on a l'impression que par principe, l'hybridation, c'est pas bien. Ça m'a un peu échappé. Le problème, c'est pas l'outil, c'est les critères qui sont sélectionnés. pris en compte. Voilà. Si on utilise la sélection, donc l'hybridation, pour avoir des aliments de plus en plus nutritifs, de meilleurs pour la santé, moi je suis tout à fait pour l'hybridation, évidemment. Mais si c'est pour faire des tomates qui sont calibrées pour l'agro-industrie, calibrées pour la grande distribution, voilà, c'est si les critères sont des critères de l'agro-industrie, c'est là où l'hybridation est un outil mal utilisé. Alors on va écouter un extrait de cette enquête où vous donnez les résultats, où vous avez testé des tomates qui ont été cultivées hors sol et des tomates cultivées dans la terre directement. Écoutez. Pour les 5 nutriments analysés, la tomate hors sol a des taux largement inférieurs. Elle contient 63% de calcium en moins, 29% de magnésium en moins et 72% de vitamine C en moins. Quant au lycopène et au polyphénol, 2 antioxydants qui aident à lutter contre les maladies cardiovasculaires et les cancers, la hors-sol en contient 2 fois moins que la pleine terre. De tels écarts posent question. Ah oui, parce qu'effectivement, quand on entend les cancérologues qui nous disent que la tomate, le lycopène en particulier, c'est un argument, là on tombe un peu de l'armoire en se disant que finalement, manger des tomates, ça ne nous apporte pas grand-chose. Ça ne nous apporte pas autant que ça devrait nous apporter. Tout à fait, oui. Et c'est vrai que moi, j'ai été assez surprise par les écarts
C'est-à-dire qu'il y a les écarts sont énormes quand même. C'est-à-dire qu'il faut 3-4 tomates pour arriver à manger une tomate. Moi, je voulais vous demander, parce que vous n'en parlez pas beaucoup dans votre documentaire, en tout cas, vous ne faites pas vraiment la différence. Est-ce que ces tomates qui sont cultivées hors sol, c'est d'ailleurs dans une sorte d'éponge, vous le montrez très bien dans votre doc, est-ce qu'elles sont considérées comme des tomates bio ? Non, parce qu'en fait... Vous ne parlez pas du bio, on parle pas du bio dans ce documentaire. Et moi, je me suis, en le regardant, parce qu'on a eu la chance de le voir avant, je me suis posé la question, finalement, ça aurait été bien de comparer une troisième tomate, qui est une tomate bio, pour savoir ce qu'elle contenait, et l'info, elle n'est pas donnée. Tout à fait, c'est vrai qu'on sait, on a fait une démonstration qui part de la culture hors sol, qui est la majoritaire. La culture de la tomate bio en France est très minoritaire. Pour répondre à votre question, le hors sol n'est pas considéré comme bio parce qu'il n'y a aucun contact avec la terre. D'accord. Donc pour être bio, il faut avoir un contact avec la terre. Donc voilà. Mais c'est vrai que le hors sol a l'avantage quand même d'avoir moins de pesticides que des tomates qui sont cultivées en terre. Dans la terre sans donc il n'y a pas de solution. Il faut arrêter de manger. Et donc est-ce que les tomates bio, on garde tous leurs nutriments ou pas Les tomates bio sont meilleures à partir du moment où elles sont dans la terre et avec un système, avec du soleil, etc., et qu'elles se nourrissent de la terre. Mais si ce sont des hybrides, comme c'est la majorité des semences aujourd'hui, c'est-à-dire des tomates qui ont été sélectionnées pour des critères de conservation, de transport, etc. La question se pose est la même. C'est-à-dire que même, vous savez, les variétés anciennes, les noirs de Crimée, les tomates ananas qu'on sort aujourd'hui, ce sont aussi des tomates hybrides, des tomates hybrides qui n'ont donc pas de nutriments. Moins, voilà, exactement. Les critères n'ont pas été les mêmes, voilà. Vous les trouvez bonnes, vous ? Bien sûr, les tomates noires de Crimée que j'achète, les jaunes, on trouve des tomates. Alors, pas forcément des hors-sol. Le problème, il est, et c'est là où je suis tout à fait d'accord avec vous, le problème, il est beaucoup du côté des distributeurs. C'est-à-dire que la grande surface propose toute une variété de tomates et sur des critères purement économiques. Donc, on retombe sur tout un raisonnement économique et c'est vrai qu'après, là, le consommateur, il aimerait bien payer toujours moins cher, mais avoir tous les nutriments et le goût qu'il y avait avant d'avoir toutes ces transformations. Sauf qu'aujourd'hui, même dans les marchés, on n'est pas du tout garanti, puisque les tomates aujourd'hui, toutes les semences dont sont issues ces tomates sont des semences qui sont faites pour avoir des tomates qui se conservent le plus longtemps. Il y a un test, on va pas. Et le prix n'est pas un facteur, parce que je suis désolée, mais les variétés anciennes se payent assez cher quand même. Oui. Et elles posent les mêmes questions. Le problème, c'est qu'en fait, avec les nutriments, c'est-à-dire qu'on le met sur la balance, c'est le poids qui compte, c'est pas les nutriments. Donc on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc en ce moment, il y a des personnes qui imaginent un scanner qui pourrait nous permettre, donc là c'est des prototypes qui sont en cours, de scanner le nutriment et de savoir à peu près quel apport il y a à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a des séquences très fortes. Vous faites le test entre une tomate cultivée hors sol et une tomate cultivée dans la terre, et le pourrissement intervient très vite pour une tomate qui est cultivée de façon naturelle en sol. L'autre, elle dure, c'est ce qu'ils appellent la tomate éternelle, donc mise au point par ce chercheur israélien. C'est assez fascinant. Et donc ces tomates qui résistent au crash test. Alors là aussi, j'ai appris qu'il y avait des crash tests pour les tomates. Oui, parce qu'effectivement, le transport, la manutention, enfin tout ce qui fait que la tomate va passer dans des machines, etc. Donc du coup, il y a des scientifiques qui quand même ont mesuré la chute de la tomate et l'impact sur la tomate, c'est si elle résistait, combien de temps elle restait commercialisable. Et puis l'autre partie du cache investigation de ce soir est aussi assez incroyable. Moi, je ne connaissais pas le génie, ça s'appelle ça, le GNIS. Le GNIS, qui en fait, les agriculteurs ne peuvent pas cultiver n'importe quelle graine ou n'importe quelle semence. En fait, il faut qu'elles appartiennent à un catalogue. Tout à fait, et ça c'est valable pour le monde entier, en fait, ou c'est spécifique à la France ? Il y en a en France, il y en a en Europe. En Europe, etc. Et dans tous les pays qui sont rentrés dans ce type de législation. Il reste encore des pays où c'est plus libre, effectivement, parce qu'en Afrique, on est encore sur des semences paysannes, des semences traditionnelles. Les gens n'achètent pas tous des semences sur catalogue. Mais aujourd'hui, une grande majorité de pays ont ce type de législation. Il faut savoir, juste pour donner une idée, pourquoi il y a un tel débat, c'est que quand même, c'est une question d'argent incroyable. Moi, j'ai quand même découvert que 1 kilo de graines de tomates pouvait coûter jusqu'à 400 000 €. Ou alors, les graines de tomates qu'on voit les plus ordinaires, c'est 60 000 €. Donc, effectivement, c'est 2 lingots d'or, hein, vous le dites dans votre documentaire. Enfin, un peu moins, mais bon. Mais c'est incroyable, c'est vraiment... oui, moi aussi, j'en revenais pas. D'ailleurs, ça se voit. Et puis, vous êtes allé en Inde. Vous posez plusieurs fois la question. J'en revenais pas. Vous êtes allé en Inde également pour vous intéresser à cette question.
question des graines sales, hein, des soil seeds, où des enfants, on voit des petites filles dans les champs en train de chercher les pépins dans les pastèques. Ça, c'est assez aussi étonnant. Et c'est vrai qu'après, revenu à Paris, quand vous interrogez les responsables, ceux qui fabriquent du grand Élise Lucet. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a frappé, c'est que le pépin de tomate, ça a l'air de rien comme ça, parce qu'au final, c'est à l'intérieur de la tomate, on fait sécher, on a un pépin de tomate. C'est un marché mondialisé. Ouais. Donc c'est conçu en Israël, enfin, c'est produit en France, nous on l'achète à Paris on va dire, c'est produit en Bretagne, conçu en Israël, et ensuite pour pouvoir avoir des coûts de main d'œuvre les plus bas possibles, ils vont dans les pays où la main d'œuvre est la moins chère, et donc avec effectivement des salaires de 2,50 € par jour. Oui, le monsieur Gouache, le directeur des affaires internationales de l'Imagrin, il passe quand même un mauvais moment. Moi j'ai un conseil pour les chefs d'entreprise, ne jamais répondre, il vaut mieux pas répondre que de se retrouver dans la situation dans laquelle il est, parce que c'est elle va courir après. En disant pourquoi vous ne répondez pas. Mais en même temps, je pense que c'est important qu'ils donnent leur point de vue aussi. C'est-à-dire que pour eux, c'est important. On ne peut pas faire un documentaire comme celui-là, une enquête comme celui-là, sans l'entendre. Bien sûr, au contraire, et sa parole. Mais pourquoi il ne lui montre pas les images? C'est-à-dire que lui met en doute ce que raconte Élise Lucet. Pourquoi à ce moment-là, elle ne lui montre pas les images? Alors quel doute, par exemple, sur le travail des enfants, parce que vous avez le témoignage sur l'argent. Pourquoi vous lui montrez pas la preuve? Et à ce moment-là, c'est comme si c'était un droit de réponse et il réagissait vraiment à l'image. Mais là, c'est pas un droit de réponse. Qu'il n'aurait pas contesté aussi? Je sais pas, mais en tout cas, devant l'image, il aurait dit autre chose. Si vous voulez, le rapport qu'on lui montre, qu'il connaît très bien, la moitié de ce rapport est consacré au salaire qui ne respecte pas le minimum légal. Donc, bon, le rapport en lui-même était une preuve. C'est une façon de nier l'évidence. Je ne sais pas quelle preuve apporter de plus. Sur ça, mais en tout cas c'est vrai que c'est un document qui est assez on découvre beaucoup de choses effectivement alors moi il y a une phrase à un moment, le chercheur israélien qui vous dit vous trouvez qu'elles n'ont pas de goût, avec un peu de sel et de l'huile ça passe, hein. Et ça c'est quand même et alors où est-ce qu'on trouve des bonnes tomates? Comment on fait pour être sûr d'avoir des bonnes tomates? Écoutez, déjà la terre c'est pas mal, moi j'en ai trouvé, j'en ai mangé quelques-unes, le développement en pleine terre c'est pas mal, la saison forcément, et puis je pense que maintenant j'espère qu'il y a une prise de conscience sur ces semences paysannes, et essayer de demander aux maraîchers et aux distributeurs d'aller vers ces circuits-là. Voilà. Merci, c'est à voir. Donc ce soir sur France 2, je lisais ce que disaient nos auditeurs. Le consommateur il perd très cher la merdouille qui est vendue. Personne n'a choisi la mauvaise qualité, mais on suivit le prix imposé. Assez de dire que le consommateur veut moins cher. C'est vrai qu'on achète ce qu'on a. Et puis voilà. Cédric nous dit du grand Élise Lucet, parce qu'effectivement, j'ai vu qu'il y avait aussi certains scientifiques qui disent qu'il n'y a pas forcément tous les éléments de réponse. Enfin, je trouve que l'enquête est quand même relativement très fouillée dans ce que vous montrez ce soir, et que les tests sont assez incontestables, en tout cas en ce qui concerne la nutrition, les nutriments, la culture, les différences de culture. Merci beaucoup Linda Bedali. Donc à regarder ce soir, Hold Up sur nos fruits et légumes, cache investigation. C'est multinational, Hold Up sur nos fruits et légumes. Et c'est intéressant l'interview d'Olivier Rollinger à la fin, qui lui se bat justement pour avoir une agriculture plus traditionnelle, plus raisonnée et plus simple. Merci à vous, et on passe aux 30 secondes pour convaincre.